je crois, c'est que tout le monde rentre dans la ville. Tout le monde part à la conquête de la ville et que tout le monde sait que ça se paye l'entrée en ville. Il y a des impôts à la ville, avant il y avait des franchises, avant il y avait des tas de frontières d'accès. Aujourd'hui, je crois qu'il y a de nouvelles douves, simplement. Alors, c'est justement ce coup auquel je suis sensible, la solitude dans laquelle vivent des tas de gens parce qu'ils ne trouvent pas de lieu d'accueil et il en résulte pour un certain nombre d'entre eux une sorte de tentation du suicide. Je suis effrayé de constater cela, un suicide qui peut être physique, mais peut être également moral, et de désespérance. Alors c'est curieux que la ville soit un lieu à la fois d'espoir et un lieu de désespoir. Et c'est la contradiction fondamentale qui me frappe dans la vie. Il n'empêche qu'ayant connaissance de toutes ces inégalités-là, de tous ces ghettos-là, le flux continue de s'alimenter et que, paradoxalement, personne n'est dupe, que la ville, c'est un endroit où on se brûle les doigts, on se brûle le cœur et où on reconstitue toujours ses ambitions et ses déceptions, ses amours et ses veuvages. On estime actuellement que pour l'ensemble du monde, sur les 5 milliards d'humains qui sont coexistants, il y a plus d'1 milliard qui est totalement sans logis et un deuxième milliard qui est en tout cas inhumainement logé. Pour ce qui est d'un pays comme la France, pour l'Europe, c'est insupportable. Nous avons tout pour pouvoir réaliser cela par priorité. Qu'en démocratie, ce qui est bien, c'est qu'on écoute l'opinion publique. Ce qui est mal, c'est quand l'opinion publique n'est pas majoritairement composée de miséreux, eh bien la majorité s'en fiche. Ça fait 10 ans que j'habite ici et il y en a un propriétaire qui a acheté le meuble, je sais pas, et après son averti, sans rien du tout, et puis a démolé comme ça. Et rien trouvé de solution, rien proposé de logement comme ça. Si on transforme Lyon en capitale, grande métropole, il y aura forcément une augmentation du montant des loyers parce que la population augmentera plus rapidement que le nombre de logements. La tendance naturelle d'un propriétaire, c'est de tirer le meilleur parti de son bien. Donc fatalement, eh bien, ceux qui ont des revenus faibles se trouvent exclus de ce marché qui leur a été accessible avant parce que, d'une part, il y avait des logements qui ont disparu, d'autre part, que le niveau des loyers était plus faible. 100 000 logements privés disparaissent en France chaque année, souvent les plus délabrés, donc les moins chers. Ce mouvement de rénovation des villes concentre la demande des plus démunis sur les institutions et sur les sociétés HLM qui, peut-être un peu trop préoccupées par la modification de leur image de marque, n'ont rien vu venir. Thierry et Aline Delaporte naviguent de taudis en taudis depuis plusieurs années. À 27 ans, Thierry n'a pas de vrai métier, il compte sur son bagou pour s'en sortir. Aline a 24 ans, elle fait des ménages. À quelques mois de la naissance de leur enfant, ils sont à nouveau menacés d'expulsion. Je faisais des braderies, je faisais les marchés, je faisais un peu tout, les fêtes foraines à Croix-Rousse. Et c'est là que j'ai connu ma femme. Bon, bah, je connaissais un propriétaire qui voulait louer, mais pas tout de suite, parce qu'il y a un problème avec un ancien locataire.
On a eu cet appartement, tout allait bien au départ, on a fait des réparations dedans. Et après, bon ben, c'est pas vivable. D'une part, c'est poussiéreux à cause de la rue, le bruit, et puis ben, l'humidité. Alors, l'humidité, c'est constant l'humidité chez nous. Comment menez-vous la recherche maintenant? Voilà, j'ai fait des démarches inimaginables. À l'OPAC, j'ai fait les HLM, on a été encore la préfecture, à la mairie. D'ailleurs, c'est empêchant de tourner en rond, la préfecture, je vous dis franchement, c'est comme à la mairie, c'est pareil. Pourquoi? Vous êtes accueillis comme dans un jeu de quilles, d'une part. D'une part, la préfecture, je les préviens, je leur dis, bon, ben, ma femme elle est enceinte, faut que je parte avant cet hiver. Bah, il y a des listes d'attente inimaginables. C'est comme à l'OPAC, il faut attendre 2 ans. Et moi, je ne peux pas me permettre d'attendre 2 ans. Vous voulez dire que ni du côté de l'OPAC, ni du côté des HLM, ni du côté de la préfecture, vous ne trouvez jamais aucun interlocuteur? Non. Pourtant, les... Quand on essaie de leur parler, de leur expliquer le cas, style je m'en tamponne, hein, qui vous fait bien comprendre, bah, il n'y a rien à faire. Si vous voulez leur dire, pas la peine d'essayer de chercher à comprendre. J'ai pas fait l'école, moi. L'école que j'ai fait, c'est la rue. C'est ma seule école, et c'est la meilleure d'ailleurs. C'est la meilleure école de la vente. Et alors le bagou, ça sert à rien pour trouver un appartement? Ah, pour ça, non, c'est nul. Non. J'ai beau baratiner, mais c'est... Il n'y a rien à faire. C'est vraiment... Il n'y a pas d'accès, là. Diminution du nombre de logements locatifs dans le privé, augmentation des loyers, ce qui fait qu'il y a regroupement de ces demandes sur le parc social public. Et c'est vrai que même si on a fait, même si on continue à faire, on a quand même un problème d'écart entre une offre qui reste faible et une demande qui grandit. Quelques-uns ont pratiqué une politique trop sélective d'attribution et ont toujours préféré le fonctionnaire au salarié du secteur privé, le salarié du secteur privé au chômeur, moyennant quoi, au bout de la chaîne, c'était chaque fois les plus démunis qui étaient écartés du logement social. Il y a une réalité. Aujourd'hui, on retrouve un certain nombre d'exclus dans le logement et incontestablement, c'est bien les organismes d'HLM qui doivent faire un effort vers ces populations et aider en cela par les pouvoirs publics. Et d'un autre côté, il était également nécessaire que les sociétés d'HLM rentrent dans une ère un petit peu plus moderne, que ce soit en termes d'image ou en termes de gestion. Le milieu HLM peut sans doute faire plus et mieux que ce qu'il fait actuellement, mais ne pourra à lui seul remplir la totalité de cette mission. Et je crois que le rôle des associations, c'est principalement d'ouvrir de nouvelles pistes en matière de logement des populations défavorisées. C'est peut-être ça qu'il faut explorer dans la période actuelle principalement. On a souvent pensé que la force de travail pouvait compenser l'absence de moyens financiers dans certaines situations. Pourtant, les expériences d'auto-réhabilitation réussies sont devenues rares, même dans le nord de la France où elles étaient monnaie courante après la guerre. Peu onéreuses, ces opérations sont jugées lourdes pour le suivi social qu'elles réclament. Les enjeux immobiliers actuels et la politique d'insertion pourraient les remettre au goût du jour. Véronique et André Barret vivent de petits boulots et du RMI. Ils habitent à Roubaix, dans une maison qu'ils ont rénovée de fond en comble avec l'aide du Calpacte. Il n'y avait rien ici aussi, il n'y avait rien du tout, strictement rien. Cette chambre elle existait pas, vous êtes tout seul, toute la surface, c'était creuse, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de plafond non plus. Après on a fait la chambre des enfants. On a tout fait dans la chambre des enfants aussi. Là-bas. Plafond, pierre. Bon, on avait envie d'avoir une maison. Hein. On était en appartement et on voulait une maison à tout prix. Hein. Ouais. Mon mari l'a voulu, cette maison. Disons que moi, j'avais toujours voulu avoir quelque chose à rénover. On a démarré dans la rue, elle était enceinte, on habitait à la gare. Hein. Alors bon, on s'était fixé un petit truc et puis on a réussi, enfin. On commence à s'en sortir. Et c'est important, ça. Ah. Oui. Des bonbons. 3 mois de travail, 68 000 francs investis.
Le principe est simple, le Calpacte fournit les matériaux, le ménage, la force de travail. Les travaux de sécurité sont effectués par des spécialistes. L'encadrement technique et l'encadrement psychologique sont assurés par un moniteur et une assistante sociale. À la sortie, les familles se sentent chez elles. Eh bien, moi, je crois qu'il faut, par rapport aux locataires, leur faire payer d'une certaine manière ce même bien, leur rendre propriétaire par d'autres billets que par le billet de l'argent. Et je pense que s'ils le font, d'une part, on aura un habitat qu'ils vont entretenir, et deuxièmement, on peut avoir une alternative à l'insalubrisation chronique de l'habitat, si vous voulez. 10 opérations de ce type menées en 5 ans dans une agglomération qui compte 23% de chômeurs. 10 familles stabilisées et intégrées, un habitat rénové à moindre coût. Une expérience encore limitée qu'on pourrait voir s'étendre. Ce qui pouvait, il y a quelques années, apparaître comme peut-être un travail à la marge, demain sera de manière un petit peu classique reconnu comme notoirement faisant partie du revenu minimum d'insertion, quoi, et du contrat d'insertion signé entre une famille, un travailleur social et le département. Quand je suis arrivé là, les gens ils disaient je suis fou d'avoir pris ça. Ils le disaient eux-mêmes. Hein. Ils disaient que j'étais courageux d'avoir repris une maison pareille. Ah ouais, c'était vraiment le truc. Et quand ils ont dit ce que vous en avez fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, maintenant ils sont contents. Hein. Tout le monde dit bonjour, tout le monde. Bravo. C'est important, c'est votre talisman. Pour nous, ouais. Pour nous, c'est important. Par rapport à ce qu'on a vécu avant, pour nous, c'est important. Je pense que dans une ville, quand même, il y a les êtres finissent par se créer un espace de liberté. Si réduit qu'il soit, dès qu'ils arrivent en ville, il y a le regard porté sur leur environnement. Et le voisinage peut permettre déjà une relation humaine qui ira s'étendant. Et par conséquent, les gens en ville se créent lentement un espace de liberté qui peut voisiner ou compléter d'autres espaces de liberté et s'élargir, je dirais volontiers, à la dimension d'un quartier, sinon même de la ville entière. Et donc, je pense qu'il est des villes où les gens en place, les autorités, font des efforts considérables pour précisément accueillir les nouveaux arrivants. Et il arrive que très souvent, ces nouveaux arrivants bien accueillis s'insèrent beaucoup plus rapidement que les autres parce qu'il y a des lieux de rencontre. Moi, je pense que ça c'est la question du politique qui est posée. Aujourd'hui, rencontrer un élu, c'est rencontrer le pape. Et ceux qui vivent dans un espace particulier avec leurs règles qui se sont faites, construites petit à petit, eh bien, ils s'affrontent à un pouvoir qui est totalement ignorant de la manière dont ils vivent. C'est vrai que ce qui est très difficile dans la crise actuelle, c'est d'analyser la part de dysfonctionnement du jour avec ce qui est de la renaissance des villes dans la grande tradition de nos cités. Ça, c'était un véritable enjeu des décennies à venir. Et après tout, les grandes villes, celles qui ont laissé des traces, ce sont d'abord celles qui ont su accueillir, les autres sont mortes. Quand la rénovation modifie profondément la structure de quartiers anciens, les habitants ne peuvent pas toujours suivre le mouvement et beaucoup se retrouvent menacés d'un rejet vers l'extérieur. À Lyon, par exemple, le projet de restructuration de la rue Moncey et de la place Gabriel-Péri implique la disparition du cœur culturel et commerçant d'une communauté maghrébine dont l'implantation date des années 50. Mais je viens tout le temps là, je rencontre les copains, pour faire des commissions. Je vis comme un Européen, mais quand je me sens autour des Arabes, ben, je suis bien. Parler du pays, parler de tout, quoi. Ce qui se passe, l'actualité, tout ça, c'est ça, c'est vrai. C'est important, hein. C'est un lieu qui est important.
les responsables de cette commune, ou bien je peux vous dire de ce département, elles devraient penser à ces gens-là. C'est pas moi, moi ça va, moi je suis agile comme je viens vous dire, mais il ne faut pas oublier, il y a une génération derrière. Il y a une génération qui étaient nés là. Les gens, ils ont peur, d'ailleurs, d'être logés, par exemple, au Minguette, ou alors comme les Montblanc, et dans des quartiers comme ça, on ne retrouve pas l'ambiance qu'il y a ici. Je suis obligée de partir, mais j'aimerais retrouver un appartement ici, près de mes enfants, à cause de ma santé. Je ne sais pas me déplacer seule dans la ville. Ici, il y a beaucoup de gens qui peuvent m'aider. 22,70. Aller ailleurs. La perspective est d'autant plus menaçante que les Maghrébins sentent leur présence indésirable ou très encadrée. J'étais à la mairie, j'étais partout à la salle de social. Rien. Fait la préfecture. Ouais, j'ai fait 2 demandes, il n'y a rien du tout. Ça fait 5 ans que j'attends, il n'y a rien du tout. La HLM. Pareil. C'est impossible de trouver un appartement. Surtout le régime maintenant, c'est un problème d'argent? C'est un problème de quoi? Ben non, parce qu'une fois que tu rentres dans un régime, parce que tu as accent par l'étranger, voilà, c'est impossible, on n'a pas, c'est pas prêt, tout ça. J'ai fait des dossiers à la préfecture, j'ai été à la régie, une meilleure régie que j'étais, il ne doit pas. Attends. J'ai téléphone ou bien j'y vais moi-même, et quand je vais là-bas, il m'a dit il n'y en a pas, ça y est, il est parti. Vous travaillez? Oui, je travaille, oui. Des fois, ils nous disent que l'appartement a été pris par quelqu'un d'autre, et des fois, ils nous disent que la direction n'a pas voulu accepter. J'ai cherché par l'agence, j'ai visité au moins 6 ou 7 appartements, et la plupart, ils m'ont dit que vous soyez français ou bien français qui porte garant. Je gagne 10 000 francs par mois, je suis chef d'équipe, je fais bien. Ceux qui n'ont pas de toit, en général, il y a quelque chose qui cloche. Soit au point de vue de leur honnêteté, soit au point de vue de... je sais pas. Nous n'avons pas les moyens de diminuer la population existante d'immigrés, mais nous voulons augmenter la population française pour que cette population soit plus diluée à l'intérieur de notre village. Cette question, disons, d'insertion, d'accueil, de peuplement, finalement, disons, ne se traite pas avec des quotas arithmétiques une fois pour toutes. Je crois que chaque fois, c'est des situations particulières qu'il faut analyser très précisément. C'est vrai qu'on ne peut pas accumuler dans une allée, par exemple, trop de familles avec beaucoup d'enfants. Ça fait toujours, disons, plus de bruit que si elles sont réparties. Souvent délabrés, souvent gérés par des marchands de sommeil, les hôtels meublés tendent à disparaître, condamnés par leur état sanitaire lamentable et par la pression immobilière. Leur disparition laisse à la rue les locataires, la plupart du temps des étrangers, en situation financière difficile ou qui refusent la vie en foyer. Elle prive aussi les communes d'un moyen souple de relogement temporaire des démunis. Cet hôtel meublé doit être rasé. Le gérant a tenté, par l'intimidation, de chasser les 40 locataires qui ne savent où aller. Aujourd'hui, l'immeuble est frappé d'un arrêté de péril, mais le promoteur et la mairie d'arrondissement ont pris les choses en main pour trouver des solutions d'urgence. Moi, avant, je vivais chez mes parents, avant qu'ils partent d'ici. Et puis après, moi, je me suis mariée, divorcée, puis après, il a fallu que je fasse ma vie et que j'aille loger au moins quelque part, pas chez les gens. On n'est pas accepté chez les gens, il fallait bien se débrouiller par soi-même. Dans chaque étage, il y a des sanitaires atroces, je vous en parle pas. La douche qui était là, elle était ouverte que le samedi. Je ne parle pas des cafards et des rats qui sont actuellement là avec nous. C'est atroce, c'est inhabitable. Et surtout pour l'hygiène des enfants, c'est pas possible. Et il n'y a que dans ce type de logement que vous avez pu trouver un toit? Oui, oui. Il n'y a que dans ce type de logement où on a pu l'accepter, quoi. Mais autrement, les autres, c'est pas évident, je vous le dis franchement. Je n'aime pas le foyer, moi. Je dis la vérité, là. Parce que si, par exemple, tu suis le foyer, tout le temps, il y a le bagarre, un jour, tu vas en prison. Et qu'est-ce que tu vas manger à mes gosses? Il y a ça?
Parce que vous, vos enfants sont où? En Algérie. Moi, ça fait un moment que je cherche, je trouve jamais. Ou alors on trouve des trucs comme ça, c'est pas bon ça. Puis maintenant, ils démolissent tous les trucs vieux. Ils laissent rien maintenant. C'est plein. Ils vont tout rénover ici, mais ils vont pas nous donner, hein, malgré qu'ils construisent. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Hein. Quand j'ai acheté, il doit y avoir 26 ans que j'ai acheté, c'est pas d'hier, c'était pas du tout ce même problème. D'abord, j'avais énormément des gens des postes. C'était une chose de rentable, c'était des locations, c'était quelque chose de rentable. Puis petit à petit, bon, ben, ces gens-là sont partis parce qu'ils ont évolué, ils ont trouvé des choses plus importantes. Ça a été remplacé, mais maintenant, ça c'est des choses que personne ne veut. Personne ne veut prendre la responsabilité de ces gens-là. À la fois en matière de capacité d'accueil et en matière de disponibilité des occupants pour aller ailleurs, le problème est de toute façon difficile. Il n'est pas du ressort de la collectivité, mais la collectivité sera forcément attentive au déroulement des opérations de relogement. Il y a, à tort ou à raison, rumeur d'emploi en Île-de-France, dynamisme économique, pour l'instant en tout cas. Donc les gens viennent de partout pour essayer de se nourrir et de travailler. Et évidemment, les immigrés suivent le mouvement. D'autant qu'il y a, avec une élévation du niveau de vie, des tâches que, là encore, eux seuls acceptent d'assumer. Alors il faut être conséquent dans nos choix et trouver des formules d'hébergement. Objectivement, il y a plus d'immigrés dans les hôtels garnis que dans les foyers. Et lorsque nous avons découvert que sur la ville, nous disposions de 42 implantations à la limite de l'hygiène et de la sécurité, la limite étant souvent franchie, il fallait une action d'urgence pour éviter ce qui a pu se produire ailleurs, des incendies, des drames divers dont cette population la plus démunie était victime. Pour répondre à cette urgence, la municipalité d'Issy-les-Moulineaux a mené une action originale visant à rénover le marché archaïque des hôtels meublés. Sous son égide, la SAHLM Emmaüs et l'OPHLM d'Issy ont acheté les fonds de commerce de 6 hôtels meublés. Une association regroupant les intervenants locaux gère un parc de 150 chambres rénovées. Depuis 70, je suis là. 70, donc vous étiez là avant que l'hôtel soit rénové? Oui, oui. C'était comment avant? Avant, maintenant mieux qu'avant. Ah non, moi je préfère pas le foyer. Parce que au foyer, tout le monde il voit qu'est-ce qui fait le manger. Tandis que moi, par exemple, je fais celle qui me plaît, hein, personne qui le voit. Coût total, 100 000 francs par chambre réhabilitée pour un loyer moyen de 720 francs par mois. Tout en améliorant les conditions de vie de ses locataires, la collectivité locale s'est dotée d'une structure de relogement temporaire des démunis, dont les 200 allocataires du RMI que compte la ville. C'est une affaire à faire financièrement parce que je pense qu'on peut saisir des capacités d'usage de logement en achetant que les fonds de commerce et donc sans acheter le foncier. Et donc c'est un moindre coût pour la collectivité générale. Ça a permis aussi à la collectivité locale de reloger dans les chambres disponibles ou qui se libéraient un certain nombre de populations où il n'y avait pas d'autre solution que de leur proposer une chambre d'hôtel. Et aujourd'hui, les hôtels, si on peut encore les appeler comme ça, qui ont été réalisés, sont occupés et je crois à la satisfaction des gens qui les habitent. Une opération sans doute exploitable ailleurs, qui réclame cependant une solide détermination et une totale collaboration entre les intervenants. Si sur Issy-les-Moulineaux on a abouti, c'est parce qu'à la fois il y avait une volonté communale d'aboutir, il y avait la volonté de nous, opérateurs, d'aboutir en même temps, on avait une volonté commune. Y aller. On n'a pas réglé, il a fallu entre 5 et 6 ans pour aboutir aux premières opérations réalisées. Si on n'avait pas une volonté farouche d'aboutir, je crois qu'on n'y aurait jamais été. Et ça ne serait jamais fait. À tout niveau, quelqu'un est responsable dans la chaîne du logement. Donc le partenariat que nous proposons,
il est fait pour fédérer les efforts de tous. Mais il est fait aussi pour que nous arrivions ensemble à diversifier l'offre locative. Il faut, autour du logement, donc, rassembler toutes les conditions qui vont permettre de résoudre une difficulté particulière rencontrée par une personne ou une famille. Et ça, nous ne savons pas le faire. Nous sommes des fabricants, des gestionnaires de logements adaptés à ces situations, mais nous avons besoin du concours de tous ceux qui, dans le système de ce qu'on peut appeler d'une façon générale la protection sociale, je dirais, sont capables de résoudre ces difficultés. La solution des problèmes ne passe pas par un organisme, je crois qu'il passe par l'ensemble des organismes de la région et dans le cadre d'un partenariat avec l'ensemble des associations, organismes, les administrations locales. Enfin, c'est un concours de tout ce paysage qui permettra d'avancer. Dans une société, il n'y a pas que des structures, comme on dit, de l'État ou, disons, institutionnelles. Il y a tout le mouvement associatif qui permet de lier et de, disons, contribuer à faire vivre les gens ensemble. Je crois que nous avons besoin du mouvement associatif pour, justement, accueillir mieux, accompagner, résoudre un certain nombre de difficultés, en partenariat, là aussi, avec eux. La révolution culturelle, s'il y en a une à faire, elle doit l'être à la fois par les services de l'État qui doivent s'habituer à travailler avec de nouveaux partenaires et à élargir le type de relations qu'ils avaient avec des partenaires privilégiés du logement social jusqu'à maintenant, pour se mettre à collaborer et soutenir l'action du milieu associatif. Il y a également une révolution qui doit être faite du côté des associations qui doivent s'engager résolument dans l'élaboration de projets et la réalisation de ces projets immobiliers. À la campagne, il me paraît que les êtres sont très isolés, tandis que dans la ville, il y a ce mélange, ce frottement, cet affrontement, et qui fait que peu à peu, les êtres finissent par s'éveiller les uns les autres et créer chacun pour soi et en liaison avec les autres un espace de liberté qui leur permet vraiment de vivre. Et c'est pour ça que je dis que la ville est à la fois un risque et une liberté. C'est pour ça que je crois que la ville, elle incarne quelque chose et elle doit donc être incarnée dans un pouvoir et que les gens se réincarnent dans un territoire auquel ils donnent un sens et que tout ça, ça ne s'écoute pas à travers des procédures, ça se sent, ça se renifle, ça se pratique, ou ça ne se sait pas, ça s'ignore et auquel cas on est en grand danger. On se trouve pris sur des paradoxes tout à fait incroyables. Les centres-villes se dépeuplent, en même temps ils valent plus cher. En même temps les périphéries augmentent et c'est des ghettos. Alors c'est de ce va-et-vient que naissent les tensions et les tensions à venir qu'il faut organiser de manière positive, de sorte à ce que se rétribue tout ce que chacun vient y chercher. Ben moi, je préférerais une vie qui soit conviviale, dans laquelle les êtres se retrouvent et ne sentent pas l'exclusion peser sur eux. Et l'exclusion à la fois dans l'emploi, dans l'éducation, dans le logement, partout. Et c'est tragique à ce moment-là pour un certain nombre de gens.